pour Lève la tête dans Fait noir, on a la monteuse Marianne Haroche. Merci d'être là avec nous. Et première question que je voudrais vous poser tout de suite, c'est comment c'était pour vous en tant que monteuse de travailler sur un projet si personnel qui concernait non seulement la mémoire de l'histoire personnelle de la réalisatrice, mais même tout ce qui est de plus intime, son rapport avec son père, l'histoire de sa famille de manière générale, aussi son origine, l'histoire coloniale française. Oui, c'est vrai que c'était pas évident au début de rentrer dans cette histoire, surtout que ce projet, elle l'a porté pendant 10 ans. En fait, elle a commencé vraiment à écrire toute seule d'abord en 2011 à peu près, et ensuite elle a été accompagnée en 2016 par son producteur. Mais c'est vrai que du coup, c'était vraiment une histoire qu'elle a portée pendant très très longtemps en elle. Enfin, aussi du fait que c'était son histoire personnelle, mais aussi du point de vue du film. Et donc au montage, ça a demandé beaucoup de temps. de discussion, voilà, qu'elle puisse partager aussi ses sensations, parce que c'était aussi beaucoup ça en fait, nos discussions de montage. C'était vraiment, c'était elle qui parlait de son sentiment vis-à-vis de son histoire et de son histoire personnelle avec son père et de son histoire plus vaste de ses origines, mais aussi vraiment des sensations. Et j'espère que ça se ressent dans le film, et c'est ce qu'elle a voulu, en tout cas, c'est comme ça qu'elle a voulu raconter cette histoire, vraiment par des sentiments et des sensations. Et donc voilà, donc ça a été beaucoup de temps de discussion au montage, et en plus, je suis arrivée à un moment où il y avait déjà une première mouture du film qui avait été faite, un premier montage qui avait été fait par une première monteuse. Et donc, du coup, je suis arrivée aussi à un moment où il y avait déjà du recul qui avait été pris par rapport aux images. Donc voilà, ça a été aussi cette difficulté en plus aussi. Mais ça a été un travail très, très intéressant, très, très important pour moi, comme pour elle, j'espère. Et le film englobe différentes sources d'images. C'est un travail assez complexe en termes de montage, parce qu'il y a bien sûr, on a de la fiction, on a du documentaire, on a de l'archive familiale, personnelle, aussi l'archive télé, on a des photos. Et comment vous avez organisé donc le travail en termes de structure pour englober et faire interagir aussi toutes ces sources? Ça a été un peu toute la difficulté, parce que Erika, la réalisatrice, avait déjà une bonne idée, moi, quand je suis arrivée sur le travail, de comment elle voulait mélanger ces sources, mais quand même, pendant longtemps, a subsisté quand même une déconnexion un peu entre les différentes matières. Et je pense que c'est ce frottement qui l'intéressait aussi. Elle vient aussi des Beaux-Arts, et donc c'est une pratique, en fait, elle a toujours dans son travail utilisé plusieurs matériaux, plusieurs matières qu'elle faisait coexister. C'était une sorte de montage visuel déjà quand elle faisait des expositions avec plusieurs vidéos qui se juxtaposaient. Mais donc je pense que ça, c'était aussi quelque chose qui était important pour elle, de garder ces frottements et de garder ces sensations, cette sensation parfois qui n'était pas fluide entre les différentes matières. Mais oui, ça a été quand même tout l'objet du montage, d'essayer de réfléchir à comment faire qu'une partie ne prenne pas le pas par rapport à l'autre, que par exemple les archives historiques ne prennent pas trop d'importance par rapport à son histoire personnelle. Ça a été compliqué. Il y avait beaucoup plus de choses, par exemple dans la première version du montage, des archives qui montraient des images d'immigration en France dans les années 70-80. Ça parlait beaucoup plus, peut-être de façon explicite, de racisme, de ce qu'avait connu son père, mais au final, on s'éloignait un petit peu de son histoire aussi, en laissant trop la place à cette grande histoire-là. Donc ça a été quelque chose qu'on a tardivement d'ailleurs retiré du montage.
Et puis ensuite, la place, les images d'archives familiales qu'on voit qui sont tournées par son père, ça a été quelque chose qui était présent dès le début et qui a moins bougé, par exemple, parce que c'était vraiment très important, évidemment, d'avoir son regard, d'abord d'avoir le regard de son père au-delà de sa parole que Erika avait recueillie dans le présent. Parce que c'était important que ça soit pas que sa parole déjà, enfin que son point de vue ne soit pas réduit à son récit, de son parcours via le Bumidum, via son arrivée en métropole. Donc le Bumidum, c'est le bureau qui organisait cette immigration. Et donc voilà, donc on voulait pas que le film que le film se réduise à cette histoire du Bumidum, à peut-être un discours victimisant. Donc c'était très important d'avoir ces images de son regard qui sont très belles, aussi lui qui avait vraiment un vrai plaisir, un vrai talent à prendre ces images, à regarder autour de lui. Et Erika, elle y voyait dans ces images aussi. Elle comprenait. Enfin, c'était comme si elle dialoguait avec son père mieux en regardant ces images que par la parole qui avait été difficile. Et elle avait l'impression de voir, de comprendre sa jeunesse, sa révolte, son point de vue, le fait qu'il cherchait. Par exemple, il y a un plan qui était très important pour elle où il zoome vraiment sur une île qui est Porquerolles en fait. Et elle y voyait vraiment un désir de retrouver son île à lui, la Réunion, et d'y retourner. Donc, enfin voilà, c'était des images qui étaient très chargées pour elle aussi de par son histoire. Et alors, une question, il y a une scène que je trouve très très belle, très importante dans l'économie du film, même si finalement la durée de la scène est très courte par rapport à son importance, c'est-à-dire les moments où la fille et le père se retrouvent ensemble à voir ensemble des images. Et c'est les moments où il y a, où c'est explicite un peu cette idée de transmission, une transmission. D'ailleurs, les films abordent différentes notions de transmission, mais aussi la transmission du cinéma. Et du coup, de construire aussi des images ensemble, quelque part. Oui, c'était... Oui. Mais c'était aussi une transmission, dans le film, il parle aussi d'une transmission du douleur. Est-ce que... Voilà. Déjà, je voulais savoir pourquoi choisir finalement avoir c'est une scène pour moi centrale dans le film, et pourquoi choisir de la tenir finalement assez courte par rapport à son importance, voilà. Et comme raisonner par rapport à cette double notion de transmission. Alors d'abord sur la transmission de la douleur, oui, c'est vrai que c'était vraiment le point de départ du film, je pense. Déjà pour Erika, le fait comme elle le dit dans le film, de comprendre d'où venait cette douleur qu'elle ressentait aussi, et voilà, cette mélancolie, de comprendre d'où venait cette mélancolie qui avait été transmise sans mots, et de pouvoir mettre des mots dessus, et de pouvoir retrouver une parole, retrouver des racines. Et donc effectivement cette scène est importante parce que c'est un moment où ils ont tous les deux pu mettre un peu des mots là-dessus sur cette transmission, même si c'était pas forcément très conscient de la part des deux. Je pense pas que cette scène était très importante au tournage, et c'est pour ça en fait elle était assez courte aussi au tournage. L'idée au tournage, c'était vraiment de regarder ces images ensemble, et plutôt de réfléchir sur son. Enfin, en fait, si je me souviens bien des rushs que j'ai vus, c'était il parlait plus de sa jeunesse et de l'enfance, et en fait de sa rencontre avec la mère d'Erika à ce moment-là. Donc c'était pas intentionnellement, et d'ailleurs je pense que c'est pas conscient non plus pour Erika que le cinéma, ça a été quelque chose qui aurait pu être transmis aussi par son père. Et par rapport à la question à l'utilisation de la parole, qui est très importante, parce que le film se joue aussi sur ce rapport entre une fille et son père, à travers la capacité ou l'incapacité de pouvoir communiquer, ou de pouvoir enfin communiquer. Les films en fait retracent un peu
décrit ces mouvements vers la parole. Et donc je voulais savoir si vous pouvez me dire quelque chose de plus par rapport à la structure du film, par rapport au silence et la parole. Oui, alors ça aussi, ça a été quelque chose, un enjeu compliqué au montage. Enfin, mais au début, il y avait beaucoup de paroles. Enfin, il y a toujours pas mal de paroles, mais c'était difficile de retranscrire l'absence, enfin le silence qui avait eu lieu pendant des années avant l'arrivée de cette parole. Et donc, ça s'est joué beaucoup sur aussi les autres images du film, qui sont les images de fiction tournées en noir et blanc, qui sont, Erika les appelle les réminiscences, parce que c'est censé matérialiser des souvenirs transmis par ses ancêtres, et une mémoire oubliée qui serait un peu lacunaire, un peu silencieuse aussi, comme le silence qui l'a entourée quand elle était petite, et aussi lacunaire dans le sens où ces images de son histoire, et le récit de son histoire lui ont manqué. Donc voilà, si juste je parle de ces images, c'était une façon vraiment de se réapproprier cette histoire et de recréer, en recréant des archives personnelles fictives. Donc sur le parcours du film, sur un peu la narration, en fait, même dans la fabrication du film, je pense qu'au début, ce point de départ de la parole de son père et de parler du Bubidam, c'était quelque chose qui avait beaucoup d'importance, et qui, en fait, au cours de la fabrication, on s'est aussi rendu compte que ce qu'avait voulu raconter Erika, c'était aussi... c'était un point de départ, mais ensuite, c'était vraiment ce parcours de retrouvailles avec ses origines et de retrouvailles avec ses racines. Et donc ça passe par son père, mais ensuite c'est pour ça qu'ensuite on va à La Réunion et que on retrouve cette mémoire aussi de ses ancêtres qui est omniprésente chez elle, mais qui en fait il avait fallu aussi retrouver, elle en allant habiter là-bas, et puis par ce film en fait. Enfin, c'est aussi ça qui était important, c'est que ce film lui permettait de aussi mettre des images, mettre des paroles sur sur cette mémoire des ancêtres. Et donc c'est vraiment comme un fil qu'on a tiré, quoi, sur et qui parle du coup de l'assimilation, de la colonisation, et qui remonte jusqu'à l'esclavage. Enfin, et donc les 400 ans d'histoire, parce que La Réunion, c'est 400 ans d'histoire seulement, et c'est très court, et en même temps, D'où le choix aussi politique vers la fin d'utiliser des voix off, d'englober plusieurs langues en fait, qui échappaient complètement évidemment l'identité française. Mais j'avais encore une question qui concerne une image récurrente dans le film, qui est celle des oiseaux, et notamment des enterrements des oiseaux. Et je voulais donc savoir si vous pouvez nous dire quelque chose de plus par rapport à cette récurrence. Oui, le symbole de l'oiseau, c'était quelque chose de très important pour la réalisatrice. C'était, en fait, pendant longtemps, le film s'est ouvert avec une séquence où on voyait des images d'oiseaux disparus de La Réunion, des oiseaux donc endémiques, des espèces endémiques qui avaient disparu aujourd'hui. Et donc, en fait, ces oiseaux, pour elle, c'était vraiment un peu un symbole de l'action que la colonisation, que l'invasion humaine avait aussi apporté sur cette île. Le fait d'avoir étouffé des espèces, d'avoir implanté sa marque sur la nature. Et ça, c'était et ce rapport à la nature, c'est quelque chose qui est très important pour elle, parce que c'est symbolique de cette action coloniale. Et aussi, elle le rattache à ce respect de la nature, elle le rattache à la façon dont les marrons, donc on en parle dans le film, dont les marrons, donc c'est les esclaves qui se sont échappés
et qui se sont échappés donc dans les hauteurs de l'île, qui sont, comme c'est une île volcanique, qui sont très escarpées, inaccessibles. Et donc là, ils étaient protégés d'une certaine façon par cette nature assez violente. Et donc ça va de pair en fait. Ce rapport à la nature va de pair avec cette histoire de marronnage qui montre aussi une façon de vivre en symbiose avec la nature et en respect total, parce que c'était nécessaire pour ces esclaves échappés de ne laisser aucune trace par là où ils passaient pour ne pas se faire reprendre. Et donc cette façon de vivre avec la nature, c'est quelque chose qui est très présent dans son imaginaire et dans sa façon de vivre aussi d'ailleurs. Et donc elle voulait vraiment, donc elle voulait vraiment que ça soit présent aussi dans le film pour ça. Et les oiseaux sont un peu ce symbole-là. Malheureusement, le temps à disposition est terminé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.